Le jour était gris, à l'image de l'atmosphère glaciale qui régnait dans le bureau de Maître Dubois. L'air saturé de l'odeur de vieux papier et de cuir ciré était lourd, écrasant chacun de nous sous le poids du deuil récent et de la tension palpable. Nous étions réunis pour la lecture du testament de maman. J'avais les mains moites, serrant si fort mon sac que mes jointures blanchissaient. À côté de moi, Margaret était assise, droite, une aura de supériorité froide émanant d'elle, le tailleur impeccable, les cheveux parfaitement coiffés. Elle ne me regardait pas. Pour elle, J était déjà invisible, une ombre encombrante qu'elle était sur le point d'effacer définitivement. Pendant les 3 dernières années, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour maman, renonçant à ma carrière, à mes amis, à toute forme de vie personnelle, pour être sa soignante à temps plein. Margaret, elle, venait aux visites du dimanche, toujours munie d'un bouquet de fleurs coûteuses mais éphémères, offrant des performances de dévotion qui ne duraient jamais plus d'1 heure avant qu'elle ne se sait, éclipse pour ses engagements, cruciaux. Maître Dubois, un homme petit et méticuleux, toussa poliment, et ajusta ses lunettes cerclées d'or. Le silence dans la pièce était si complet qu'on pouvait entendre le faible crépitement du chauffage central. Était le moment de vérité. Le moment où, j'espérais naïvement, mes sacrifices seraient enfin reconnus non pas par Margaret mais par maman elle-même à travers ses dernières volontés. J'avais besoin de cette reconnaissance, non pour l'argent, mais pour valider ma souffrance, pour prouver que ces années de nuits blanches, de soins ingrats et de sourires forcés, avaient eu un sens. J'avais tout donné. Le notaire commença la lecture avec la solennité requise, énumérant les legs mineurs, les bijoux familiaux légués aux petites nièces et cousins éloignés. Mon cœur battait la chamade, de plus en plus vite à mesure qu'il s'approchait de la partie principale de la succession, la maison de famille et le patrimoine financier. Maître Dubois prit une inspiration, ses yeux glissant sur la page jaunie. Concernant les biens immobiliers et le capital restant, ma mère, Madame Juliette Fournier, désigne sa fille aînée, Margaret Fournier, comme bénéficiaire principale et unique légataire universel. Un choc électrique me traversa. Unique légataire. La formule résonna dans mon crâne comme un gong. Je sentis le sang se retirer de mon visage, laissant derrière lui une froideur insidieuse. Margaret esquissa un sourire imperceptible, un pli satisfait au coin de ses lèvres parfaitement dessinées. J'essayais de rationaliser. Il devait y avoir une clause pour moi, un arrangement spécifique, une compensation pour le travail de soignante. Margaret avait toujours géré les finances de maman. Peut-être que l'arrangement avait été fait différemment. Le notaire continua, sa voix mécanique. Il est cependant fait mention d'une exclusion explicite. Il marqua une pause qui me parut durer une éternité. Sa fille cadette, Héloïse Fournier, est formellement exclue de toute part de cet héritage, immobilier ou financier. Le mot formellement me frappa de plein fouet. Ce N était pas une omission, était un rejet actif, délibéré. Mon monde écroula. 3 années de ma vie réduites à néant, traitées comme une parenthèse sans valeur. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je cherchais désespérément un regard de compassion dans la salle. Mais les quelques membres de la famille présents baissaient les yeux, visiblement mal à l'aise, ou, dans le cas de mon oncle Bernard, affichant une curiosité malsaine. Maître Dubois s'apprêtait à refermer le dossier, lorsque Margaret, dans un geste théâtral parfaitement maîtrisé, leva la main. Sa voix, douce et mielleuse, était pourtant amplifiée par là, écho de la petite salle. Maître Dubois, si vous permettez. Le notaire, surpris, hocha la tête. Margaret se tourna vers l'assemblée, ses yeux s'arrêtant un instant sur moi, avec une fausse tristesse avant de balayer la salle. Elle avait besoin d'un public pour son œuvre. Je sais que cette décision peut paraître difficile à comprendre pour certains, surtout compte tenu du fait qu'elle, Héloïse, était présente auprès de maman ces dernières années. Elle prit une inspiration profonde, sa poitrine se soulevant légèrement sous la soie de son chemisier. Elle jouait la martyre contrainte de révéler une vérité désagréable. Mais maman était d'une lucidité remarquable à la fin, et elle a exprimé très clairement ses craintes, qui sont malheureusement justifiées. Je sentis une vague de nausée monter. Était ça. Le coup de grâce, elle allait justifier l'injustifiable. Et devant tout le monde. Margaret posa sa main délicate sur le coude de Maître Dubois, un geste de fausse proximité. Maman a réalisé, juste avant la fin, qu'Héloïse ne lui avait prodigué des soins que par pur intérêt financier, espérant la récompense. Elle craignait Héloïse n'ait vu dans sa maladie qu'un chèque à encaisser. La violence de l'accusation me coupa le souffle. J'avais sacrifié ma trentaine pour elle. J'avais essuyé ses vomissements, veillé à son confort, écouté ses peurs nocturnes, tout cela sans salaire, sans vacances, sans plainte. Et Margaret osait réduire cela à une transaction mercantile. Ce fut très douloureux pour notre mère, poursuivit Margaret, sa voix tremblant juste assez, pour paraître sincère. Elle m'a confié, dans ces derniers moments, combien elle se sentait exploitée. C'est pourquoi elle a rédigé cet amendement de dernière minute. Il était impensable pour elle que l'héritage de notre famille revienne à quelqu'un qui n'a été là que par cupidité. Puis vint la phrase qui me déchira.
Celle qui résumait des années de mépris latent et qui explosait maintenant au grand jour une humiliation publique, claire et nette, devant les quelques témoins de notre lignée. Elle me désigna du doigt, son masque de tristesse tombant pour révéler une pointe de dégoût. Héloïse est un parasite sans cœur. Maman a corrigé son erreur à temps. Le mot parasite traversa la salle et s'enfonça directement dans ma poitrine, là où la douleur invisible sec était accumulée depuis des années. J'avais vécu sous l'ombre de Margaret toute ma vie. L'enfant maladroite, la sœur moins brillante, celle qui devait se contenter des miettes. Mais là, elle m'avait humiliée devant la seule famille qu'il me restait, me dépouillant non seulement de ma part, mais aussi de mon honneur, et de la dignité de mon deuil. Mon cœur ne battait plus. Il tambourinait furieusement contre mes côtes. Mes yeux se voilèrent. Je n'entendais plus que le bourdonnement de ma propre rage. La salle était redevenue silencieuse, attendant ma réaction. Attendant que je fonde en larmes, que je m'effondre, que je confirme par mon silence ou mon chagrin l'ignominie qu'elle venait de prononcer. Margaret me regardait avec une lueur triomphante dans les yeux, certaine d'avoir gagné. Elle avait réussi à salir mon image de soignante dévouée, utilisant la voix de maman pour légitimer sa propre avarice. Elle pensait m'avoir détruite. Elle pensait que Gilet était cette petite sœur lâche qui se laissait marcher dessus. Mais ce jour-là, Silet, Héloïse d'avant était morte. La douleur invisible, accumulée par les années de mépris silencieux, avait atteint son point de rupture. L'humiliation publique était trop violente, trop injuste. Ma main tremblait légèrement en glissant dans la poche intérieure de mon manteau. Mes doigts se refermèrent sur le petit enregistreur numérique, froid et dur, la preuve secrète que j'avais conservée en silence, sans jamais oser écouter de nouveau, attendant le moment où elle serait absolument nécessaire. Je l'avais enregistré par réflexe il y a 2 semaines, lors d'une visite tardive de Margaret, juste avant que maman ne perde complètement sa capacité de parler. J'avais senti la manipulation dans l'air, le cynisme dans chaque mot de ma sœur, mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait jusqu'à la déshériter pour une raison aussi cruelle. L'appareil était là, prêt. La tension électrique entre Margaret et moi était palpable. Je la regardais droit dans les yeux, la rage me donnant une force nouvelle, glacée. Elle avait choisi son champ de bataille, la dignité et la mémoire de notre mère. C'est tout, maître Dubois, dit Margaret, reprenant le contrôle, prête à conclure ce chapitre pour passer à l'encaissement. Je crois que la volonté de maman est parfaitement claire. Je me levais lentement. Mes jambes étaient lourdes, mais ma colonne vertébrale était rigide. Ma voix était un murmure rauque au début, forçant l'attention des rares personnes qui avaient commencé à se détendre. Non, Margaret, dis-je. La volonté de maman n'est pas claire du tout. Margaret fronça les sourcils, exaspérée que je prolonge le spectacle. Assieds-toi, Héloïse, tu es pathétique. Je fis quelques pas pour me rapprocher de la table du notaire, m'approchant du système de sonorisation rudimentaire utilisé pour les grandes réunions. Mon cœur battait la mesure d'une vengeance froide et calculée. J'avais planifié cela, sans vraiment y croire, mais maintenant, l'urgence de la justice m'habitait totalement. Vous me traitez de parasite sans cœur, Margaret, articulai-je, ma voix gagnant en clarté et en puissance, sans cesser de la fixer. Vous affirmez que maman, dans sa lucidité, a réalisé que j'ai été cupide. Vous dites qu'elle a corrigé une erreur. Je pouvais sentir les regards peser sur moi. Ils s'attendaient à des larmes, à des dénégations futiles. Ils allaient avoir la vérité. Je sortis l'enregistreur. Un petit rectangle noir. Et le posai sur la table, juste à côté du micro du notaire. Margaret le regarda, d'abord avec confusion, puis avec une lueur d'inquiétude qui traversa ses yeux. Elle comprenait que cet objet haine était pas anodin. Je n'ai pas l'intention de m'effondrer devant vous et de pleurer l'injustice, continuai-je, ma voix maintenant ferme. J'ai vécu dans la vérité, avec maman jusqu'à son dernier souffle. Et la vérité, je l'ai conservée en secret. Margaret fit un pas vers moi, le triomphe se muant en panique contenue. Qu'est-ce que tu fais, Héloïse? C'est ridicule! Ignorant son avertissement, je branchai le petit appareil sur l'entrée auxiliaire du système de sonorisation du bureau. Maître Dubois, qui avait suivi la scène avec une perplexité croissante, me regarda, la bouche entr'ouverte. Avant de parler de la lucidité de maman, dis-je, mes doigts tremblant légèrement en appuyant sur la touche lecture, nous allons écouter la vôtre, Margaret. Un léger grésillement précéda l'audio. La pièce devint totalement silencieuse. Le choc général était visible sur tous les visages. J'avais projeté l'enregistrement vocal sur le système de sonorisation. Et tandis que la salle retenait son souffle, les voix familières, faibles et intimes remplirent l'espace. Était la voix de maman, faible, à peine audible, mais aussi la voix de Margaret, claire, froide et terriblement cynique. Margaret fit un pas en arrière, ses pupilles dilatées par l'horreur. Était trop tard. Le son se propageait, révélant la trahison. Mais maman, si tu ne changes pas le testament, Héloïse prendra la moitié. Elle ne s'est occupée de toi que pour ça. Tu sais bien qu'elle n'a jamais été douée pour réussir seule. La voix de Margaret, si posée, si persuasive. Tu dois te montrer forte, tu dois prouver ta lucidité en la déshéritant. Sinon, tout le monde pensera que tu es manipulée par la petite. Elle est avide, maman. Un parasite.
Pense à la famille. Pense à ce que cela représente. Puis, la voix de maman. Faible, hésitante, pleine de confusion et de souffrance. Mais Héloïse, elle est là. Elle est là pour l'argent, maman. Signe. Maintenant. Pendant que tu peux encore prouver que tu es toi-même. Astérisque. L'enregistrement ne dura que 60 secondes. Mais il démolit l'image de Margaret plus efficacement que n'importe quel plaidoyer d'avocat. La fin de l'enregistrement montrait clairement la pression exercée, le chantage émotionnel cynique, au moment où maman était la plus vulnérable. Le silence qui suivit fut absolu. Un silence si lourd qu'il semblait aspirer l'air de la pièce. Ce « N » était pas le silence gêné du début de la lecture. Était le silence d'un choc total, d'une vérité exposée dans sa laideur la plus crue. Les témoins, qui quelques instants plus tôt avaient accepté l'image du parasite sans cœur ouah, étaient maintenant face à la manipulation glaciale de Margaret. Maître Dubois, assis derrière son bureau, était devenu livide, ses mains tremblantes sur le testament. Margaret, l'agresseur, était exposée. Ce jour-là, tout a changé. Margaret fit un pas en arrière, ses pupilles dilatées par l'horreur. Était trop tard. Le son se propageait, révélant la trahison dans sa forme la plus nue. L'air, déjà saturé de l'odeur de vieux parchemin et de cire, semblait se figer autour des... Maître Dubois, après avoir longuement décrit les legs aux œuvres de charité et la transmission des biens mobiliers mineurs, éclaircit la gorge, signalant l'approche de la clause qui me concernait, celle que j'attendais avec une angoisse mêlée d'un espoir déraisonnable. Margaret, à ma droite, se pencha légèrement en avant, un sourire à peine perceptible étirant ses lèvres, un sourire de prédateur qui sait que sa proie est acculée. L'air devint si lourd que j'avais l'impression étouffé. Le notaire reprit, sa voix grave remplissant le silence. Concernant la résidence principale et les actifs financiers restants, il est stipulé, par un avenant daté d'il y a 6 mois, que l'ensemble sera légué à ma fille aînée, Madame Margaret Dubois-Laroche. Il fit une pause pour laisser la nouvelle s'installer, bien que nous le savions déjà. Margaret croisa les mains sur la table, la victoire dans le regard. L'avenant précise également de manière explicite que ma fille cadette, Mademoiselle Héloïse Dubois, est écartée de la succession. Le choc ne fut pas l'exclusion elle-même. Car était la confirmation de l'injustice après des années de sacrifices invisibles. Je sentis une brûlure monter de mon estomac. Une chaleur que je savais être de la colère, mais que j'essayais désespérément de contenir sous l'aile, étiquette de la dignité. Maître Dubois, visiblement mal à l'aise, se sentit obligé de lire la justification que maman, sous l'influence certaine de ma sœur, avait dictée. C'est là que l'humiliation a atteint son paroxysme. Je cite, continua le notaire, les yeux baissés sur le document, « Je crois que Margaret saura faire fructifier ce patrimoine, elle qui a toujours su gérer sa vie avec succès et indépendance. Quant à Héloïse, il est préférable qu'elle apprenne enfin à se débrouiller seule, au lieu de continuer à vivre comme un parasite sans cœur, sans avoir jamais fait preuve d'une réelle affection pour moi durant mes derniers jours. » Le mot « parasite » résonna dans le bureau comme un coup de fusil. Un murmure d'incrédulité traversa l'assemblée des cousins et des quelques amis présents. Mes joues s'empourprèrent, mais je ne pouvais pas détourner le regard de Margaret. Elle m'a humiliée publiquement. Elle me regardait droit dans les yeux, la satisfaction visible, le mépris dans ses iris clairs. Elle venait de mettre un mot, terrible, définitif, sur mes années de dévotion inconditionnelle, me volant non seulement ma part financière, mais aussi ma dignité et le souvenir de mon amour filial. Elle avait réussi à transformer mes années de douleur invisible en une accusation de paresse et d'égoïsme. Pendant que Margaret savourait sa victoire, un éclair de lucidité, froid et tranchant, traversa mon chagrin. La rage, celle que j'avais étouffée pendant toute mon enfance et ma vie d'adulte sous le poids des attentes familiales, a explosé. Je me suis souvenu de la raison pour laquelle je n'étais pas brisée, malgré cette attaque. J'avais une preuve, gardée en secret, capable de détruire le château de cartes cynique que Margaret venait de construire. 6 mois auparavant, maman était dans un état très fragile. Je m'occupais d'elle jour et nuit, un travail épuisant que Margaret était bien gardée de faire, préférant envoyer des fleurs et des cartes polies. Elle venait cependant lui rendre visite, tous les dimanches après-midi. Des visites qui me semblaient étrangement longues et privées. J'avais commencé à avoir des soupçons, une intuition glaciale que ces tête-à-tête n'étaient pas de simples moments de réconfort filial. Une nuit, après une de ces visites particulièrement tendues, j'avais agi. J'avais pris mon ancien smartphone, celui dont la batterie tenait encore, et l'avais glissé précautionneusement sous le matelas de l'oreiller de maman, en mode enregistrement vocal. J'avais l'impression être une espionne minable, mais la nécessité de savoir, après l'accumulation de ces années de mépris silencieux, était trop forte. L'enregistrement qui en avait résulté, que j'avais écouté seule dans ma voiture le lendemain, m'avait brisé le cœur, mais m'avait aussi armée. Était la voix suave et calculée de Margaret, promettant à maman des soins palliatifs luxueux et une attention constante, à condition qu'elle s'assure que les affaires familiales soient réglées correctement et que la paresse d'Héloïse ne soit pas récompensée. Margaret avait conditionné l'amour et le confort de notre mère mourante à la modification de ce testament. Cette preuve secrète était là, dans la poche intérieure de mon manteau, sur mon téléphone. L'assemblée me regardait maintenant, un mélange de pitié et de jugement planant dans l'air. Ils voyaient une femme déshéritée,
Une parasite. U. Vaincu. Maître Dubois se préparait à clore la lecture. C. Était le moment critique. Si je laissais passer cela, Margaret gagnerait pour toujours, et ma vérité mourrait avec maman. Je me suis levée. Lentement, mes mouvements étaient délibérés, incroyablement calmes. Le calme terrifiant de celle qui n'a plus rien à perdre. Margaret, surprise par mon geste, cessa son air de triomphe pour arborer une expression de légère irritation. « Assieds-toi, Héloïse, siffla-t-elle, tu n'as plus rien à ajouter ici. » J'ai ignoré ma sœur. J'ai ignoré le notaire, qui, me voyant debout au milieu de son bureau formel, commença à protester. « Mademoiselle Dubois, nous avons terminé, veuillez rester assise. » J'ai marché vers l'angle de la pièce, là où était installé le petit système de sonorisation du bureau de Maître Dubois, habituellement utilisé pour amplifier sa voix lors de réunions plus importantes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai débranché le micro de la table du notaire, sous le regard horrifié de ce dernier, et j'ai branché le câble audio de mon téléphone sur la prise jack de l'amplificateur. « Héloïse, que faites-vous ? C'est absolument inapproprié !» « Face !» écria Maître Dubois, se levant à moitié de sa chaise. Je ne lui ai pas répondu. J'ai maintenu le contact visuel avec Margaret. Son sourire avait disparu, remplacé par une confusion naissante, puis une peur vive. Elle comprenait intuitivement qu'il y avait un danger. Elle avait peur de ce que j'avais conservé en secret. J'ai appuyé sur Lecture Throne. Le silence est devenu absolu, si dense qu'il était presque douloureux. Puis, le bruit de fond de la chambre de maman a rempli l'espace, le faible sifflement de l'oxygène et le son subtil du drap froissé. Puis, la voix de Margaret. Non pas la voix stridente et méprisante qu'elle utilisait souvent avec moi, mais une voix suave, presque mielleuse, celle qu'elle réservait aux négociations les plus cyniques. L'audio a commencé, projeté à travers les haut-parleurs de la salle. J'ai révélé la vérité à l'assemblée, et la première phrase fut glaçante. « Oui, maman, je comprends que ce soit difficile, mais tu dois penser à l'avenir. Si tu veux que je sois là jour et nuit pour m'assurer que tu ne manques de rien, absolument rien, je dois avoir l'assurance que les actifs seront gérés par quelqu'un de responsable. Tu sais très bien qui. Héloïse n'a jamais été responsable. » La voix de maman, faible, presque un murmure, est venue ensuite. « Mais elle est là, Margaret, elle est là tout le temps. » Margaret a ri. Un rire court, sec, sans chaleur. « Elle est là parce qu'elle n'a nulle part où aller, maman. C'est un arrangement confortable pour elle. Un toit gratuit. Mais elle ne fait rien pour toi. Pas vraiment. Si tu signes cet avenant, en revanche, je te promets que je ferai venir les meilleures infirmières. Et que je serai là pour t'accompagner jusqu'à la fin. C'est une question de sécurité. » À cet instant, la salle est devenue silencieuse. Le choc était palpable, visible sur chaque visage. Maître Dubois était pétrifié, le menton tombant. Les cousins et amis fixaient Margaret, qui était devenue livide. Son teint habituellement parfait était passé au blanc-cendre. Elle essayait d'ouvrir la bouche, mais aucun son n'en sortait. Elle était exposée. L'enregistrement continuait, la voix de Margaret décrivant froidement le processus de contact avec le notaire pour changer l'héritage, insistant sur le fait que l'argent ne devait pas tomber entre les mains de ce parasite. Le même mot utilisé pour m'humilier quelques minutes plus tôt, résonnait maintenant comme un marteau frappant la conscience de l'assemblée. J'avais révélé la vérité. Ce N était pas maman qui m'avait traité de parasite sans cœur par conviction. C était la manipulation cynique de ma sœur, utilisant la faiblesse de notre mère mourante pour s'assurer la totalité de l'héritage. Mon sacrifice N était pas invisible. Il avait été activement saboté. Je me tenais là, face à Margaret, la tête haute pour la première fois depuis des années. Je n'avais plus besoin de me défendre. L'audio parlait pour moi. L'injustice claire que j'avais subie venait être confrontée par la vérité cachée. Ce jour-là, tout a changé. Margaret se leva brusquement, faisant basculer sa chaise. « C'est un faux !» cria-t-elle, sa voix brisée par la panique, tentant de retrouver son assurance habituelle, mais échouant lamentablement. « Héloïse, tu as monté ça! Tu as trafiqué ça !» J'ai simplement haussé un sourcil, laissant le murmure de maman sur l'enregistrement, essayant faiblement de résister à la pression, finir de jouer. « Margaret, s'il te plaît, Héloïse s'est tant dévouée. » La voix de Margaret sur la bande devenait alors plus ferme, presque menaçante. « Maman, sois raisonnable. Pense à ton confort. Signe, et je m'occupe de tout. » Le notaire, Maître Dubois, sortit de sa stupeur. Il regarda Margaret, puis le téléphone, puis l'avenant. Ses connaissances juridiques lui dictaient que, même si l'enregistrement était recevable, la preuve d'une manipulation exercée sur une personne en fin de vie était dévastatrice pour la validité du document. Margaret, voyant que le notaire ne la défendait pas, se tourna vers moi, la haine pure dans ses yeux. Elle fit un pas vers moi, mais Maître Dubois, retrouvant son autorité, s'interposa. La salle était toujours silencieuse, mais le silence N était plus de l'attente. C était de la condamnation. J'ai éteint l'enregistrement. Le silence qui a suivi était différent de celui imposé par la tension. C était le silence de la vérité crue, le son d'une vie brisée qui venait d'être exposée.
Margaret était complètement démolie publiquement. Le rôle de la sœur parfaite, la femme d'affaires réussie, Saz, était effondré. Elle était devenue, aux yeux de tous, la manipulatrice sans scrupules qui avait extorqué le testament de sa mère mourante. J'ai débranché mon téléphone, rangeant la preuve avec autant de calme que si j'avais rangé mes clés. La douleur invisible S était évaporée, remplacée par une immense vague de soulagement cathartique. Je N était plus la victime silencieuse. J était celle qui avait dit la vérité, et l'onde de choc allait détruire la vie de Margaret. Ma valeur, bafouée par ce testament, venait d'Aïe, être restaurée devant tous les témoins. J'avais enfin retrouvé ma voix. 18 281 caractères. J'ai débranché mon téléphone, rangeant la preuve avec autant de calme que si j'avais rangé mes clés. La douleur invisible Sicre était évaporée, remplacée par une immense vague de soulagement cathartique. Je N était plus la victime silencieuse. J était celle qui avait dit la vérité, et l'onde de choc allait détruire la vie de Margaret. Ma valeur, bafouée par ce testament, venait être restaurée devant tous les témoins. J'avais enfin retrouvé ma voix. Le silence qui a suivi était différent de celui imposé par la tension. C était le silence de la vérité crue, le son d'une vie brisée qui venait être exposée. Margaret était complètement démolie publiquement. Le rôle de la sœur parfaite, la femme d'affaires réussie, Wispin, était effondré. Elle était devenue, aux yeux de tous, la manipulatrice sans scrupules qui avait extorqué le testament de sa mère mourante. Maître Dubois, les mains tremblantes, s'est laissé retomber lourdement sur sa chaise. Il ne me regardait plus, ni Margaret. Il fixait l'avenant, ce document qu'il avait authentifié 6 mois auparavant, et dont il comprenait maintenant qu'il avait été le vecteur d'une coercition morale abjecte. L'odeur persistante des meubles anciens et du cuir de son bureau semblait subitement viciée par la puanteur de la trahison. Il se frotta le visage avec une main, l'air d'un homme qui vient de réaliser l'ampleur d'une erreur professionnelle et morale. Margaret, elle, était figée. Sa bouche entr'ouverte révélait une ligne de dents serrées, et les veines de son cou palpitaient sous sa peau laiteuse. Elle avait le souffle court, ses yeux ne clignaient plus. L'humiliation publique lui ôtait l'air. Elle avait toujours puisé sa force dans le regard admiratif des autres. Maintenant, elle ne voyait que la révulsion. Les quelques cousines présentes, qui avaient toujours envié son assurance et son style, se penchaient les unes vers les autres, masquant leurs chuchotements sous des mains gantées, mais leurs yeux, grands ouverts, étaient des juges implacables. Je me suis approché du notaire, mon calme contrastant avec le chaos ambiant. La colère N était plus nécessaire. La vérité faisait le travail. Maître Dubois, dis-je d'une voix ferme, sans hausser le ton. Vous avez entendu. Ma mère, dans un état de grande vulnérabilité et sous une forte médication, a été soumise à une pression indue, une forme de chantage affectif et matériel. Cela rend l'avenant de ce testament caduc pour cause de captation d'héritage et de dol. Je vous demande de prendre note de cette preuve et de la joindre officiellement à votre procès-verbal en vue d'une contestation immédiate devant le tribunal de grande instance. Chaque mot était une pierre lancée contre le mur de l'impunité de Margaret. Elle s'est enfin arrachée à sa stupeur, son visage tordu par une rage incontrôlable. « Tu ne feras rien de ça !» cracha-t-elle, sa voix rauque, à peine audible. Elle fit un pas vers moi, ses mains s'ouvrant et se fermant, comme si elle cherchait à m'agripper. Maître Dubois, sentant le danger physique, se redressa avec une vigueur inattendue. « Madame Dubois-Laroche, calmez-vous immédiatement ! Votre comportement est inadmissible. Mademoiselle Héloïse a parfaitement raison. Cet enregistrement, s'il est authentifié, constitue une preuve irréfutable de l'abus de faiblesse. Le testament, ou du moins cet avenant, est gravement compromis. Nous ne pouvons clore cette succession en elle, état. » Il y avait dans la voix du notaire un mélange de panique et de soulagement. Panique face au scandale imminent. Soulagement de ne pas être complice d'une injustice aussi flagrante. Il ouvrit le grand registre en cuir posé sur la table et commença à écrire fébrilement. Le bruit de sa plume sur le papier crissant remplissant l'espace. « Vous ne pouvez pas me faire ça, Héloïse !» Margaret a hurlé, brisant enfin les limites de sa dignité sociale. Elle ne s'adressait plus à la pièce, mais à moi seule. J'ai tout donné pour cette famille, j'ai fait les bons choix, j'ai réussi. Et toi, la petite ratée qui n'a jamais rien fait de sa vie, tu vas me voler ce qui me revient de droit ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes propres larmes, qui m'avaient submergé tant de fois en secret, n'étaient plus là. Il n'y avait plus que de la clarté. Ce qui te revient de droit, Margaret, c'est le poids de ta conscience. Et peut-être une convocation au tribunal, pour abus de faiblesse sur ascendant, ai-je rétorqué, ma voix glaciale, dépouillée de toute émotion. Tu as utilisé notre mère comme un simple actif à monnayer. Pendant que tu lui promettais des... Le notaire acheva la lecture de la clause, et chaque mot se transforma en un poignard acéré dans ma poitrine. J était officiellement écarté, non pas par oubli, mais par une décision explicite qui venait de justifier, aux yeux de tous, les 5 dernières années de mépris.
Maître Dubois referma le dossier d'un claquement sec, un bruit minime qui résonna dans le silence oppressant. C'est à cet instant précis que Margaret intervint, comme si le notaire lui avait passé le relais pour l'acte final de ma destruction. Elle se redressa sur sa chaise en acajou, lissant la jupe de son tailleur coûteux, et adressa à l'assemblée un sourire d'une fausse compassion. « Je sais que c'est difficile pour toi, Héloïse, » commença-t-elle, sa voix dégoulinant de miel empoisonné, « mais nous devons respecter les dernières volontés de maman. Après tout, nous savions tous que maman était épuisée par la situation. » Elle s'interrompit, fixant mes yeux avec une froideur qui me glaçait le sang. Pour être honnête avec l'assemblée, maman m'avait confié qu'elle craignait que ton dévouement, si je peux l'appeler ainsi, ne soit motivé que par l'attente de la maison. Il fallait qu'elle mette les choses au clair, pour pouvoir partir en paix. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas laisser la maison à quelqu'un qui, non, était finalement qu'un parasite sans cœur, attendant la fin pour encaisser. Le mot, lâché en public, résonna avec une violence inouïe. Parasite sans cœur. Elle m'a humiliée, non seulement devant la famille proche et les cousins éloignés, mais devant Maître Dubois, ce pilier d'objectivité juridique. Ces deux mots, prononcés devant les 40 personnes réunies, ont agi comme le détonateur que j'attendais. Les années de souffrance invisible, de nuits sans sommeil, de soins ingrats, d'anniversaires manqués et de vie mise entre parenthèses pour maman, tout cela venait d'être réduit à une sordide transaction financière. Mon cœur, déjà endurci par des années de mépris, se brisa une dernière fois, mais la douleur fut immédiatement remplacée par une vague de détermination glaciale. J'ai senti l'adrénaline monter, me rendant étrangement calme. Je savais que l'heure était venue. J'ai sorti de la poche intérieure de mon gilet la petite clé USB noire que j'avais gardée en secret depuis 6 mois. Elle contenait l'enregistrement, ma seule bouée de sauvetage contre le naufrage orchestré par ma propre sœur. Alors que Margaret savourait l'effet de sa petite diatribe, se pavant sous le regard de son mari et de ses enfants admiratifs, je me suis levée, lentement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai fait quelques pas jusqu'à la table centrale où le notaire avait installé un petit système de sonorisation pour s'assurer que tout le monde entende bien la lecture du testament dans cette grande salle de réception. Margaret me regardait avec un mélange d'amusement et de supériorité, pensant sans doute que j'allais faire une scène pathétique. Elle pensait que j'allais la supplier ou me justifier. Elle ne comprenait pas que mon silence avait été mon arme la plus puissante. Sans un mot, j'ai inséré la clé USB dans le port de l'ordinateur portable du notaire que celui-ci avait laissé ouvert sur le bureau. Maître Dubois me regarda, interloqué, sur le point d'intervenir, mais je lui fis un signe de tête si ferme et si désespéré qu'il hésita, lisant dans mes yeux une détresse ancienne, mais surtout, une résolution nouvelle. J'ai cliqué sur le fichier nommé Vérité, et j'ai poussé le volume à son maximum, utilisant le système de sonorisation professionnel de la salle. Le son qui a suivi, était pas le mien, ni celui du notaire, mais la voix de Margaret, claire et distincte, enregistrée dans la chambre de maman quelques jours avant sa mort, un moment où j'avais fait une course urgente pour récupérer ses médicaments. J'avais laissé l'enregistreur discret que j'avais placé sous l'oreiller, car je pressentais que quelque chose se tramait. L'enregistrement commença par un son faible, celui de la respiration sifflante de maman, très malade. Puis, la voix de Margaret, douce mais implacable, remplit l'espace. « Écoute-moi bien, maman. Tu sais que le temps presse, tu dois finaliser ça. Héloïse ne mérite pas cette maison. Elle a eu ce qu'elle voulait. Un toit gratuit pendant 5 ans. C'est injuste pour nous. Nous avons des enfants, maman. Nous avons besoin de ce capital pour leurs études. » Un murmure faible et hésitant de ma mère, à peine audible, mais intensifié par la sonorisation. « Mais, Margaret Héloïse, elle s'est tellement occupée de moi. » Et là, Margaret, avec une froideur que personne dans cette assemblée n'aurait pu imaginer, pressa. « C'est une obligation, maman, c'est son rôle. Elle n'a pas de vie, de toute façon. Si tu ne la déshérites pas, elle pensera qu'elle a gagné. Elle pensera qu'elle a le droit de rester ici, sans jamais rien faire d'autre. Tu dois lui dicter ces mots exacts, maman. Dis que c'est ta décision mûrement réfléchie et que tu ne veux pas lui laisser les biens. C'est la seule façon être en paix, maman. Si tu la laisses dans le testament, elle va te haïr pour toujours d'avoir été un fardeau. Mais si tu la coupes, elle comprendra que tu voulais qu'elle s'en aille vivre sa vie. Dis-le, maman. Fais-le pour nous. » La salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, total, si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Il était brisé que par le son amplifié de cet échange cynique, la voix manipulatrice de Margaret résonnant comme un jugement divin sur le système audio. Les 40 pères Dieu se tournèrent de l'ordinateur vers Margaret. Son visage, il y a une seconde triomphant, devint d'une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient, ses yeux écarquillèrent d'horreur. Elle se leva brusquement, faisant basculer sa chaise derrière elle. Elle pointa un doigt tremblant vers moi, tentant de crier, mais le son était coincé dans sa gorge. C'est un faux! Un montage! Elle a monté ça! L'y parvint-elle à articuler, sa voix brisée et aiguë, couvrant à peine le son de l'enregistrement qui continuait, capturant le moment précis où maman, affaiblie et sous pression,
avait cédé et marmonné les mots exacts que Margaret venait de lui dicter, les mêmes mots que Maître Dubois venait de lire. L'authenticité de l'audio était indéniable. On entendait le bruit familier de la perfusion de maman, la sonnerie de l'horloge de la chambre, le ton unique de sa faiblesse. Ce N était pas un montage. C était la vérité, brute et non édulcorée, projetée à un volume assourdissant. Les membres de la famille, qui m'avaient jugé et regardé avec un mépris silencieux pendant des années, réalisaient l'ampleur de la cruauté et de la trahison de Margaret. Les murmures choqués se propagèrent comme un feu de brousse, puis éteignirent à nouveau, submergés par la gravité du moment. Tante Geneviève, qui m'avait toujours traité avec suspicion, couvrit sa bouche avec sa main, les larmes aux yeux. Le mari de Margaret, le respectable homme d'affaires, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Maître Dubois, sidéré, avait écouté attentivement l'enregistrement jusqu'à la dernière seconde. Il sinnait, éclaircit la gorge, reprenant le contrôle de la situation, bien que sa main tremblait légèrement en attrapant son stylo. Il avait été le témoin involontaire du drame, et maintenant il devenait le garant de la justice. « Madame Margaret, dit-il, sa voix grave coupant le silence. Veuillez vous rasseoir. » Elle resta debout, figée, comme si elle était pétrifiée par le projecteur de la vérité. Le notaire s'adressa alors à toute l'assemblée. Son ton redevenu strictement professionnel, mais empreint d'une solennité nouvelle. « Mesdames et messieurs, ce document audio, s'il est authentifié, constitue une preuve flagrante de captation d'héritage, par manipulation et abus de faiblesse sur une personne en fin de vie. » Il me regarda. « Mademoiselle Héloïse, cet enregistrement prouve que la clause de déshéritement, ajoutée in extremis au testament, a été obtenue sous contrainte et manipulation psychologique. » Il posa le stylo. « Si cela est avéré, cette modification du testament devient caduque. La volonté première de la défunte, celle rédigée avant toute tentative de manipulation, reprend ses droits. La volonté première, je le savais, partageait les biens à parts égales, reconnaissant mon statut de cadette. » En l'espace de 10 minutes, Margaret était passée de l'héritière triomphante à l'accusée publique, exposée dans sa bassesse la plus cynique. Elle était démolie publiquement. Sa façade de femme pieuse et dévouée s'inime, écroula devant la famille, devant son mari, devant la justice. Elle hurla cette fois, un cri de rage et de déni pur. « Tu as tout calculé. Tu es la manipulatrice. Tu es la voleuse. » Je ne répondis rien. Je n'avais plus besoin de parler. J'avais révélé la vérité. Et la vérité parlait pour moi, avec la voix de sa victime. L'assemblée ne la regardait plus avec pitié ou curiosité, mais avec un dégoût palpable. Elle était seule, submergée par le poids de ses mensonges. J'ai retiré la clé USB de l'ordinateur du notaire, la remettant doucement dans ma poche, comme un talisman. J'ai jeté un dernier regard à Margaret, non pas de haine, mais de pitié. Elle avait tout perdu. L'argent, oui, mais surtout le respect. Sans demander la permission à Maître Dubois, sans adresser un mot à la famille qui était encore sous le choc, je me suis dirigé vers la porte de sortie. Je n'avais pas besoin d'attendre la conclusion légale. J'avais repris le pouvoir, non par l'argent que je récupérerais bientôt, mais par la vérité que j'avais offerte à tous. Je me sentais légère, comme si un poids de plusieurs tonnes venait d'être retiré de mes épaules. Là, à m'oublier, la petite sœur invisible venait de se dresser. J'ai ouvert la porte massive du bureau du notaire, et je suis sortie. Le chaos, les chuchotements, les tentatives de Margaret de se justifier, les questions de Maître Dubois, tout cela est resté derrière moi, étouffé par le bois lourd de la porte qui se refermait. J'ai laissé le drame familial se dérouler sans moi. Mon rôle était terminé. En descendant les marches de pierre, sous le soleil froid de l'après-midi, j'ai respiré profondément. Ce jour-là, tout a changé. J'ai quitté cette maison, cette ville, et surtout, mon rôle de victime silencieuse. J'ai retrouvé ma valeur et ma voix. Le chemin vers ma véritable libération commençait, non pas avec la lecture d'un testament, mais avec le silence assourdissant qui avait suivi la projection de la vérité. Je était plus Héloïse la parasite. J était Héloïse, celle qui avait rendu la justice. Enfin, le poids du passé était envolé, laissant place à un avenir incertain, mais libre. Je marchais vers ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte massive du bureau du notaire. Une lourde structure de chêne massif, qui semblait absorber la lumière et le son. Je suis sortie, laissant derrière moi l'aile, écho fracassant du déshonneur de ma sœur. Le chaos, les chuchotements étouffés, l'hystérie contenue de Margaret qui tentait désespérément de se justifier, les tentatives de Maître Dubois de ramener un semblant d'ordre légal dans cette explosion émotionnelle, tout cela est resté derrière moi, étouffé, mis sous cloche par le bois épais qui se refermait lentement, avec un claque sourd et définitif. Ce bruit, minime, a marqué la fin d'une ère. J'ai laissé le drame familial se dérouler sans moi. Mon rôle dans cette pièce sordide était terminé. Je n'avais pas besoin de voir la suite, car la vérité avait déjà été projetée sur d'elle, écran de leur conscience. Le verdict moral était rendu. Je me suis retrouvée dans le long couloir de la maison de notariat, un lieu empreint de l'odeur de cire ancienne, de documents jaunis et d'une austérité que seuls les lieux où se décident les destins financiers possèdent.
Le marbre du sol sous mes pieds était froid, un contraste bienvenu avec la fièvre qui m'avait consumé pendant l'affrontement. J'ai marché sans hâte, chaque pas éloignant davantage du lieu de l'humiliation, me rapprochant de la liberté. Je, N, était plus celle qu'il regardait avec pitié ou mépris. J, était celle qui détenait la preuve, celle qui avait forcé la lumière sur les ombres. Dans le silence relatif du couloir, l'adrénaline a commencé à se retirer, laissant derrière elle une fatigue immense, mais étrangement pure. La petite clé USB noire, nichée à nouveau dans ma poche, Noé, était plus une arme, mais un talisman, la preuve physique que ma souffrance n'avait pas été vaine. Je l'ai touché du bout des doigts, sentant sa forme rigide à travers le tissu. C, était l'instrument de ma rédemption, un objet insignifiant qui contenait le poids de 5 années. En passant devant la glace murale qui ornait le vestibule d'entrée, je me suis arrêté un instant. Mon reflet était celui d'une femme fatiguée, les traits tirés par le stress et les nuits blanches. Mais il y avait une étincelle nouvelle dans mes yeux, une résolution que je n'avais jamais possédée auparavant. Les larmes que Margaret attendait, celles qui auraient prouvé son point que Jay était faible, quémandeuse et facilement brisée, étaient jamais venues. À la place, il y avait eu le calme, la précision chirurgicale de l'acte de vérité. J'ai pensé à Margaret, toujours prisonnière de cette salle, de ses propres mensonges. Elle avait cru que l'argent était la seule mesure de la victoire. Elle avait misé sur le cynisme, pensant que le monde ne voyait que la surface. Elle, la femme réussie. Et moi, la sœur sacrifiée, en attente d'une récompense matérielle. Elle avait cru que déshériter maman était la touche finale, l'acte de purification qui laverait ses mains de l'injustice de ma présence. Mais en m'appelant parasite sans cœur astérisque devant tous, elle avait commis l'erreur fatale de révéler la profondeur de sa propre haine. C'est cette haine, non l'héritage, qui m'avait donné la force d'agir, la certitude, que si je ne faisais rien, son mensonge deviendrait l'histoire officielle de ma vie. J'ai atteint la porte d'entrée principale, une autre porte massive, s'ouvrant sur l'extérieur. En la poussant, un faible grincement de fer forgé a rompu le silence. En descendant les marches de pierre usées par le temps et les passages successifs, sous le soleil froid de l'après-midi d'automne, j'ai respiré profondément. L'air, frais et pur, a rempli mes poumons, chassant l'atmosphère confinée et chargée d'électricité du bureau du notaire. J'ai senti la tension accumulée pendant des années se dissoudre, le nœud serré dans ma poitrine se relâcher. Ce jour-là, tout a changé. Je n'ai pas quitté seulement la maison de notariat. J'ai quitté une identité. J'ai quitté le rôle Héloïse, la petite sœur effacée, la gardienne silencieuse dont le dévouement était interprété comme une stratégie opportuniste. J'ai quitté le poids d'une culpabilité qu'on m'avait imposée. Le soleil, déjà bas sur l'horizon, projetait de longues ombres fines sur le trottoir. Était une lumière crépusculaire. Mais pour moi, était un nouveau matin. J'ai retrouvé ma valeur, non pas parce que j'allais récupérer la moitié de l'héritage, mais parce que j'avais prouvé la nature véritable de mon sacrifice. Le chemin vers ma véritable libération commençait, non pas avec l'acte juridique de la lecture d'un testament, mais avec le silence assourdissant qui avait suivi la projection de la vérité. Ce silence, plus puissant que n'importe quel cri de victoire, était la confirmation que mon cœur N était pas celui d'un parasite. Je N était plus Héloïse la parasite. J était Héloïse, celle qui avait rendu la justice à sa mère et à elle-même, celle qui avait refusé de se laisser définir par la bassesse d'autrui. Le poids du passé, le fardeau des soins ingrats, la solitude et le mépris, tout cela, était envolé, laissant place à un avenir incertain, mais radicalement libre. J'ai marché jusqu'au coin de la rue. Je n'avais nulle part où aller immédiatement. Je n'avais plus de chez moi depuis que maman était partie, mais cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus besoin de la validation d'une maison, ou de l'approbation d'une famille. La seule chose qui comptait, était le chemin devant moi. J'ai tourné la tête une dernière fois vers le bâtiment de Maître Dubois, imaginant le tumulte qui s'y déroulait encore. Margaret, des